Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous proposer cette 78e clé qui s'intitule Matrice, différentes réalités. Alors, il s'agit de la quatrième vidéo, quatrième opus, quatrième chapitre, sachant que tous sont indépendants. Alors aujourd'hui, on va plus se focaliser sur tout ce qui est perception, croyance. Alors, j'insiste, une fois de plus, en fait, cette série de vidéos, elle est longue, elle est assez large dans la mesure où c'est essentiel, existentiel. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça fait partie de ce qu'on appelle l'apocalypse, littéralement en grec, la levée des voiles, c'est-à-dire la révélation. Ce sont les fondations, les bases, littéralement, du processus infini de l'éveil. C'est vraiment cette première étape qui est nécessaire, remettre tout en question pour questionner notre réalité, pour savoir un petit peu comment on vit, comment fonctionne en fait celle-ci, et de là mieux être co-créateur et aspirer probablement à des changements, un nouveau paradigme. Alors, je vous ai dit, on va voir aujourd'hui tout ce qui est perception et croyance. Alors, je vais continuer. J'ai fait un mémoire en fait de fin d'études en 2004 sur la spiritualité et le marketing. Alors, en fait, oui, donc déjà à l'époque, j'étais en spiritualité et depuis tout gamin. Donc, en fait, mon mémoire de fin d'études, et d'ailleurs je l'ai créé avec Monsieur Assadi, qui est un grand représentant pour la libéralisation de l'Iran, un grand professeur qu'on voit souvent à la télé d'ailleurs, et il a écrit ce bouquin en fait. On l'a écrit au départ ensemble cette thèse, et ensuite il en a écrit un bouquin. Il voulait qu'on l'écrive ensemble, et moi j'ai décliné parce que j'avais d'autres activités à l'époque. Alors ça s'appelait la spiritualité du marketing et le marketing de la spiritualité, comportant deux choses. Un, la compétition, c'est-à-dire les parts de marché, les campagnes de séduction, de prospection des courants, évangélistes, musulmans, etc. Et en gros les chiffres, c'est-à-dire la bataille entre c'est quoi la première religion, est-ce que c'est l'islam ou c'est si c'est la chrétienté, c'est-à-dire le christianisme, c'est le christianisme, 2.2 milliards, mais si on prend que les catholiques, eh bien c'est l'islam, et ainsi de suite. Vous voyez, ce genre de truc. Ou deux, le business de la foi, c'est-à-dire dans la religion, dans la spiritualité, par exemple, je sais pas, le business d'aller à Lourdes ou à la Mecque, etc. Il y a des tours opérateurs là-dessus, c'est les donations pour les temples, etc., bouddhistes et autres. Dans le New Age, quand vous faites, je sais pas, une retraite de 10 jours ou silencieuse, qui va vous coûter, et de jeûne, donc pas de bouffe, on dit rien et on vous apprend rien, et c'est une retraite silencieuse et ça vous coûte 3 à 4 000 balles. Bon bref, le Burning Man par exemple aux États-Unis. Alors c'est rigolo parce qu'en fait tout est marketing, si vous voulez. On va faire une extension dans cette réalité, le monde marchant ainsi, marchant sur la tête. Eh bien le marketing, c'est quoi ? Le marketing, c'est le fait de créer des besoins, d'accord ? Alors, par exemple, si t'as pas ta Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie, comme disait Séguéla. Ou bien, je me souviens quand j'étais gamin, il y avait un truc qui me choquait déjà à l'époque. C'était pour un bijou, qu'est-ce qu'un mois de salaire pour un gage d'amour éternel ? Waouh, qu'est-ce qu'un mois de salaire ? Oh rien, juste on bouffe pendant un mois. Et d'ailleurs, quand on le traduit en anglais, c'était 2 mois de salaire. C'était peut-être encore plus cher aux États-Unis où le salaire était moins bon, je ne sais pas. Alors, c'est se sentir, de sentir pauvre ou malheureux parce qu'on n'a pas le dernier iPhone ou smartphone qui fait grippin ou qui fait j'en sais rien. Alors moi je me souviens à Shanghai, mes employés se foutaient de ma gueule parce que j'avais un pauvre smartphone, je sais plus, le 3 à l'époque, et ils avaient tous le dernier cri, le 6, le 7, j'en sais rien, je suis pas trop l'histoire. Où je me souviens en 2004, en fait, quand je suis arrivé à Paris, j'avais pas de portable et en fait j'en voulais pas parce que je me disais j'en ai pas besoin. Le jour où j'en aurai un, j'en aurai besoin. Vous aurez bien compris. Alors ça, quand je dis tout est marketing, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les besoins, créer des besoins, la pyramide de Maslow. Alors, il y a 5 besoins, et besoins physiologiques, manger, dormir. 2, c'est sécurité, la guerre, je sais pas, l'agression, etc., la violence. 3, c'est l'appartenance. Donc vous appartenez à un clan, une religion, une communauté, un pays, etc. Les patriotes. Le 4e, c'est la reconnaissance de vos pairs, de vos collègues, de votre famille. Et 5, le Saint Graal, entre guillemets, c'est l'auto-réalisation. Alors, les besoins, c'est rigolo, moi je l'enseigne, ça fait, j'ai commencé à étudier le commerce il y a 25 ans, marketing notamment, et j'enseigne aussi les cours dans grandes écoles et autres. Et j'essaie justement de toujours leur faire voir plus loin.
Eh bien, c'est rigolo parce que vous avez, par exemple, je leur dis, des après-shampoings. Des après-shampoings, alors comment? Pourquoi on n'a pas des avant-shampoings aussi, tant qu'à faire? Donc si on ne se choque pas d'un après-shampoing, pourquoi on n'aurait pas un shampoing d'hiver, ou un shampoing d'été, ou bien un shampoing pour les roux, ou un shampoing pour les blondes, ou un shampoing pour les chauves? Allez, soyons fous. Alors, ça choque personne on vend de l'eau de source. Elle est à foison, mais ça choque personne. Alors pourquoi on ne vendrait pas de l'air? N'est-ce pas? Ça manquerait pas d'air. Alors, ça choque personne. Oh, je suis propriétaire terrien. Ah bon? Donc, c'est quoi le concept? Je n'ai pas compris depuis que je suis gamin. Alors, Rousseau disait quelque chose de très intéressant. Le premier qui ayant enclos un terrain, ça visait de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Ah bon entraîneur, salut. Alors, le monde est marchand, marchand d'ainsi, marchand sur la tête. En Chine, en 2011, il y a un gamin, un étudiant, pardon, qui, pour s'acheter le nouveau jeu vidéo Dernier Cri, il a vendu un rein. Oui, c'est une histoire vraie. En 2010, une jeune femme, dans des enchères volontaires et spontanées, sur une place sport, a vendu à 22 ans sa virginité, n'est-ce pas, sur Internet pour 45 000 $. Et puis ensuite, ça fait mouche, c'est devenu un petit peu une mode. Une Allemande qui avait 18 ans, en 2017, elle l'a vendu plus cher, pour 2,3 millions d'euros. Et ensuite, une Française en 2018 pour 1 million. Et le site a déclaré que de plus en plus de jeunes filles étaient intéressées. Ok, bon, faut être tolérant quand même. Est-ce que c'est réel tout ça? Est-ce que c'est pas un peu surréaliste? Je ne sais pas. La Grèce a vendu pendant sa crise des îles. D'accord, génial. Donc je vends des îles. Ah, je vais acheter une île. Tiens chérie, on s'achèterait pas une petite île achat d'impulsion en bundle? Je voyais bien. Une île achetée, une gratuite. Ou 50% sur la deuxième. J'imagine bien le truc. Comment c'est possible ça, qu'on achète des îles? Bill Gates, il s'est acheté tellement de terres cultivables un peu partout dans le monde, et surtout aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et autres, que en fait ça correspond à la superficie de 10 fois Paris. Le double de Andorre, le pays de Andorre, rendors-toi, non, réveille-toi, et également la moitié du duché du Luxembourg. Oula! C'est bizarre quand même. Est-ce que c'est surréaliste ou pas? Je sais pas. Il y en a qui pensent pas. Non, il a bien gagné sa vie, donc il a le droit d'acheter la terre. Vas-y, achète tout, tant qu'à faire. Est-ce réel et pas surréaliste que M. Zuckerberg, la montagne de sucre, soit à la tête de 75 milliards de $? Il a mérité, il a travaillé pour ça peut-être. Oui, alors si c'était un pays, il serait 74e. Bill Gates, si c'est un pays, donc lui il est à la tête de 110 milliards, il serait 62e. Le plus riche, c'est Bernard Arnault, PDG de LVMH, il est à 221 milliards d'euros, et il serait 51e État. Sachant qu'il y a 200 États dans le monde, il serait aussi riche que le Pérou. Oh, il n'a pas gagné le Pérou. Est-ce qu'il est heureux? Ça, c'est une autre question. Mais est-ce que ça a du sens tout ça en fait? Est-ce que c'est réel tout ça? Ce sont des questions, j'avais déjà du mal quand j'étais adolescent, et en fait j'ai 43 ans et je n'arrive toujours pas à répondre, et j'aurais du mal à expliquer tout ça. Enfin, on en rigolera, je pense, avec mon enfant, ou quand il sera un peu plus conscient, peut-être que ça aura déjà changé. Alors, il y a 62 personnes sur Terre qui gagnent, qui ont autant de fric que la moitié de l'humanité. Est-ce que ça a du sens tout ça? Je vous laisse réfléchir. En l'occurrence, 223 milliards, ça doit être dur de les dépenser. Je ne sais pas vous, mais une fois que vous avez déjà 3 jets, un yacht et tout, bref. Alors, le marketing, c'est une grosse blague. En fait, c'est de gagner, par exemple, de l'argent, créer des besoins, mais aussi de gagner de l'argent dans des dépensants, par exemple. Ah chérie, j'ai fait une superbe affaire. J'ai eu moins 25% sur un produit dont j'avais absolument pas besoin. Donc tu as perdu 75% de la thune que tu n'aurais pas dû claquer si tu n'étais pas sorti, n'est-ce pas? Ou les bundles. Bundle, c'est par exemple de acheter un gratuit, etc. Ah tiens, j'avais besoin d'une chemise. Finalement j'en achète 3. Enfin, j'en achète 2 et j'en ai une gratuite. Donc surconsommation. Et puis on construit, et puis on plus. Tout est psychologique parce qu'en fait, c'est la notion de rabais. Par exemple, quand vous avez un rabais, si je vous fais un rabais sur une maison de 1 million d'euros à 1 000 euros, vous allez me dire, il se fout de ma gueule, quoi. 10 000 euros, vous allez dire la même chose. Sauf que 10 000 euros, je sais pas, sur une voiture à 50 000, c'est déjà plus raisonnable. 10 000 euros, si vous avez un ordi à 1 000 euros et que vous avez un rabais de 100, et bien vous avez l'impression de faire une affaire. Et ainsi de suite. Si vous avez, j'en sais rien, 10 euros sur un pull à 50 euros,
c'est intéressant, c'est 20% et ainsi de suite. Alors, tout est une question de référence et de référentiel, et surtout, c'est psychologie. Vous savez, les prix barrés, bon, bah, je bosse dedans, hein, la mode et pour les grandes enseignes. Bah, c'est marrant parce que de temps en temps, ils font venir, et c'est légal, un mois avant les soldes, ils font rentrer un produit, par exemple cette magnifique chemise, je dis n'importe quoi, qui coûterait, j'en sais rien, 50 euros, allez, 100 euros. Un peu cher, mais ce serait pas ça, mais peu importe. Ils la vendent 100 euros. Enfin, ils la mettent, ils se disent, ok, normalement elle vaut 50 euros. Ben, on va la mettre à 100 euros. Ok, pendant un mois on la vend pas, on s'en fout. Et puis boum, arrivent les soldes, paf, moins 50%. Et on voit moins 5%. Donc on se dit c'est une affaire. Alors qu'en fait, ils auraient très bien pu l'entrée, enfin, si le prix du marché aurait été, entre guillemets, 50 euros, eh bien ils la mettent à 100 euros, comme ça ils peuvent la dézinguer, et je vous dis 50%, parfois c'est même 70%. Et ça marche super bien. Alors, comparaison, je vous dis, la notion de comparaison, elle biaise l'histoire, parce que je vais vous donner une étude qui a été faite, ça j'en parle beaucoup en conférence en école de commerce, c'est la comparaison des salaires. Alors, il y a une étude qui a été faite à 99%. Il y avait option A et option B. Option A, c'était vous préférez gagner 2000 euros alors que tous les gens dans votre société gagnent 1500 euros. Ou bien, vous préférez gagner 3000 euros alors que tout le monde gagne 5000 euros. Alors, logique voudrait qu'on préfère la deuxième option, c'est-à-dire gagner 3000 au lieu de 2000. Sauf qu'en fait, dans 99% des cas, les gens ont préféré la première option, c'est-à-dire de gagner moins, 2000 euros, mais être mieux payé que tout le monde dans la boîte. Ça en dit long. C'est une métaphore, hein, parce que quand on se compare à savoir... bon, bref, je pense que vous aurez compris. Alors tout ça, c'est une stratégie de communication, les arguments, le fond, la forme. Alors, je vous dis, on est dans un monde d'images, donc tu as un monde de titres, des actions, des modes, de la réputation. Titre ou réputation. Alors, j'ai un gros pouvoir d'achat parce que je m'appelle, j'en sais rien, H&M, Zara et autres. Bon, je le sais parce que j'ai bossé pour des grands groupes. Donc, à l'époque, bah, tout le monde... au niveau de la négo, vous avez beaucoup de poids. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de quantité. Vous avez beaucoup de quantité. Tandis qu'après, quand vous êtes monsieur personne, vous arrivez avec votre petite boîte, bah, les gens ne vous respectent pas. Donc le titre, la réputation, c'est juste une grosse blague. Donc ça, c'est subjectif. Encore une fois, c'est perception. L'appartenance. Ah tiens, on est 2 fois champion du monde et puis là, on a merdé, on est 8 champions du monde en football. Ah bon? Ah ouais, tu joues au football? Ah ouais, t'as joué, mais je t'ai pas vu en fait sur... Non, je joue pas au football. Ah bon, mais t'as dit on est champion du monde. Ah ouais, non, mais en fait, ah ouais, t'es né en France, donc t'es champion du monde. Non, je suis pas né en France en plus. D'accord, donc parce que t'avais qu'en France, t'as un passeport français, donc t'es champion du monde. Ah ouais, d'accord, ok, ah ouais, d'accord, logique. D'accord, on est champion du monde, ou bien ils ont perdu la Coupe du Monde. C'est toujours très rigolo. Ou bien, je sais pas, les hooligans qui se tabassent, qui se tuent, qui s'entretenus. L'année dernière, il y a eu 270 morts dans un stade en Indonésie à cause d'émeutes comme ça. Est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que c'est pas un peu surréaliste d'adhérer comme ça, de mettre autant de violence pour un club qui en a rien à foutre de vous, que les joueurs s'en branlent royalement? Est-ce que ce monde est sérieux? Alors, on est dans un monde d'images, marketing de la politique. Marketing en politique existe, ça s'appelle la communication. Alors, il y avait eu un sondage qui révélait que Macron plaisait aux femmes, donc forcément, bah, il est beau gosse, donc il avait surtout été élu pour ça. Je pense qu'il y a aussi d'autres raisons, mais c'était la même chose avec Valéry Giscard d'Estaing. Il était séduisant, n'est-ce pas? Jospin, au contraire, lui, il n'était pas du tout populaire. Encore une fois, on n'est pas de gauche ou de droite, c'est pas la question, parce qu'il semblait austère et antipathique. Alors Kennedy, il était très populaire parce qu'il était beau gars, et son couple était glamour avec Jackie Kennedy. Obama, eh bien, beaucoup ont dit quand même que sa principale qualité au départ, sans qu'il ait rien fait, c'était qu'il était noir. Donc forcément, ça allait être bien. Et encore une fois, c'est pas raciste de dire ça. C'est qu'en fait, c'est la notion de cliché, de mettre des quotas. Bah ouais, tu veux mettre un quota de 2 Asiatiques, 2 Arabes, 2 Blacks dans ma société. Peut-être que le recrutement fera que j'aurai finalement 4 Arabes plus que de besoin de Blancs. Je trouve ça, moi, j'ai du mal avec ça. Mais bon, encore une fois. Bref, pour revenir sur Obama, oui, alors dans la période Obama, il faut quand même rappeler que c'est quand même la période où la guerre en Syrie, bon, je suis allé avec un pote en Israël en 2010, et déjà on parlait qu'il y allait avoir
une intervention en Syrie, donc il y avait les fuites de l'armée israélienne. Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères, a dit qu'en 2010, des Américains, les Britanniques et d'autres sont venus le voir en disant qu'ils étaient sur un projet de guerre sur la Syrie. Bon, bref, est-ce qu'il n'y a pas des ingérences? Bon, en l'occurrence, donc, Obama, prix Nobel de la paix en, je ne sais plus quelle année, 2009, il venait d'être élu. Il était en 2008. Ouais, marrant. Donc voilà, encore une fois, pareil, Trump anti-système, certes. Pour beaucoup, c'est un héros. Ok. Porteur de lumière, si vous voulez. Ok, mais bon, ces déclarations, pas mal de choses. Encore une fois, ce qui est rigolo, dans cette vision binaire, si je critique Trump, je suis forcément pro-Biden. Non, je ne suis pas pro-Biden du tout. Je peux critiquer Biden. Je peux trouver des choses intéressantes de Trump. Oui, et je ne suis pas forcément l'un ou l'autre. Je peux aussi être juste partialiste et non pas forcément... Mais en fait, on est vraiment dans une heure de la dualité au paradoxisme. On a besoin de gens tranchés. Je vous dis, je ne fais pas l'unanimité parce que j'essaie justement d'inclure un global. Si on est beaucoup plus radical, eh bien, ça marque beaucoup plus les esprits. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Malheureusement, je pense que c'est un piège, encore une fois, de la matrice, de la construction mentale, la structure mentale, de l'illusion globale. Mais bon, bref. Alors oui, beaucoup attendent l'homme providentiel. Je vous invite à regarder, à lire La dictature du bien. Et en l'occurrence, quand vous regardez les Philippines, l'Inde, le Salvador, l'Honduras, en Europe, et tous ces gens, viendra par les voies des urnes pour avoir plus de liberté à voter pour des dictateurs. Au passage, si on peut dire dans un pays qu'on est dans une dictature, c'est qu'on n'est pas dans une dictature, auquel cas, parce que pour avoir vécu dans l'une d'entre elles, eh bien, on ne peut pas le dire, sinon vos trucs sont squeezés, ils disparaissent direct, vos messages, et la police vient taper à votre porte, n'est-ce pas? Alors, les chiffres des résultats politiques peuvent être vrais, mais aussi orientés. Et ce n'est pas de la conspiration, disons ça. C'est la réalité. Les chiffres du chômage. Le chômage a baissé ce mois-ci. Oh, génial, ils sont forts. Oui, sauf qu'il avait augmenté pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Il augmente. Il y a un moment, il descend. Ben oui, mais là, il est toujours beaucoup plus haut qu'au départ, il y a quelques mois. Ça, c'est pas de la manipulation, c'est de l'interprétation, on va dire. Mais encore une fois, moi, j'explique toujours à mes étudiants, si vous maniez bien les chiffres, vous pouvez vraiment endormir tout le monde dans la négo. Et ça, c'est dangereux, ça s'appelle de la manipulation. Les chiffres de la croissance, c'est pareil. Alors, les indices des critères de classement. Alors, est-ce que notre monde est réel? Eh bien, est-ce que c'est subjectif ou pas? Bah oui, c'est subjectif. C'est quoi un pays riche pour vous? Les gens sont heureux. Ah non. Critères économiques, mon gars. Alors, un pays riche, c'est quoi? Le Congo, la RDC, l'Algérie, le Nigeria, le Venezuela. Bah oui, de par leurs ressources naturelles. Ah oui, là, ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas redistribuées et que c'est pas tout à fait le cas. C'est quoi? C'est un pays qui produit beaucoup et qui exporte beaucoup. Donc c'est ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut ou produit extérieur brut. Ok. Oui, alors sauf que par exemple dans le classement, vous avez l'Inde qui est le 5e pays mondial, donc devant la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Espagne, etc. Si vous êtes déjà allé en Inde, je suis allé 30 fois, vous verrez un petit peu que c'est pas forcément encore un pays riche. Mais bon, au vu du critère là, eh bien oui. Alors, le PIB par capita, c'est-à-dire que ce qui est redonné, entre guillemets, qui jouit par le peuple. Eh bien, en tête arrive le Qatar, Macao, Luxembourg, Singapour, Irlande, etc. Alors, le Qatar, c'est une joke. Pourquoi? C'est une blague. Parce qu'en fait, au Qatar, la population est de 2,8 millions d'individus, sauf que les autochtones qataris sont 300 000. D'accord? Tous les autres, en fait, c'est des Philippins, c'est des Bangladeshis, Bengali ou Bangladeshi, des Indiens, des Pakistanais, etc., des esclaves et ou beaucoup aussi d'expatriés. Mais en même temps, on doit filer à un par un notre passeport quand on y rentre. Alors, vous avez l'indice de Gini qui est intéressant, c'est l'indice de répartition, c'est de voir si c'est homogène ou pas. Eh bien, les pires, entre guillemets, c'est l'Afrique du Sud et la Namibie. Pourquoi? Entre les Afrikaners blancs, 7% de la population, et les Noirs, eh bien, oui, et des gros riches et d'autres qui ne le sont pas du tout. Colombie, Brésil, ça, c'est les pires. Et les mieux, entre guillemets, c'est la Suède et la Norvège ou le Luxembourg. Là, la répartition est très homogène. Après, vous avez aussi le Kazakhstan, l'Albanie. Oui, alors très homogène aussi, probablement dans la pauvreté. C'est encore une autre histoire.
bien que le Kazakhstan ce soit un gros producteur de pétrole et de gaz, mais bon, pas forcément rendu au peuple. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur, on est bien d'accord. Donc, l'indice du bonheur, il existe. Dans le top 10, vous n'avez un seul pays qui est membre du top 10 des pays les plus riches économiquement. C'est le Canada. Sinon, tous les autres, se répartissent. C'est le Danemark, l'Islande, le Finlande, Suède, non, et ainsi de suite. Oui, Suède quand même aussi. La France est 24e, quand même. Le Bhoutan a mis dans sa constitution un droit au bonheur. Alors, un truc très, très, très subjectif aussi, il y a un indice, alors le PIB ressenti. Ça veut dire quoi là? Ok, tu le sens bien là, le PIB ou le pouvoir d'achat ressenti. C'est-à-dire vous gagnez, je sais pas, moi je gagne 200 000 balles par mois, mais je pense que c'est pas assez. D'accord, donc je ressens que c'est pas assez. Ça veut rien dire ça. Alors, Sylvain Tesson disait « La France, c'est un pays, un paradis dans lequel les gens pensent vivre en enfer ». Alors, j'ai déjà expliqué que c'est vrai que pas mal, je ne dis pas tous les Français, mais beaucoup ont tendance à se plaindre et à penser que quand on voyage un petit peu, je ne dis pas que c'est facile en France, mais quand on voyage un petit peu, tout le monde galère. Le monde galère et tout le monde galère. En France, on n'a pas la sécu. Enfin, dans le monde, la plupart du pays du monde, on n'a pas la sécu gratos, on n'a pas l'éducation gratos, etc., etc. Il y a quand même pas mal d'avantages en France. À bon entendeur, salut. Et je ne dis pas que c'est un paradis pour autant. J'ai vécu 10 ans dans un pays, donc la réalité est complètement différente de la perception des gens. En Corée du Nord, par exemple, eux, l'influence de la dictature est tellement forte que, en gros, ils sont tellement dans l'ignorance qu'ils pensent que leur chef suprême peut lire dans leurs pensées. Alors, encore une fois, tout est subjectif. Les actualités sont subjectives. Dans les infos, il n'y a pas que des drames qui se passent. Faut arrêter. Il n'y a pas que des drames. Il y a aussi des choses très très bien, sauf qu'on ne les montre pas à la télé. Alors, c'est subjectif, ça. C'est pas la réalité. Je suis allé faire des visas pour la France. Donc je voyais, ils montraient en fait une truc publicitaire pour la France. Et je me disais, waouh, c'est canon. Mais ouais, c'est bien aseptisé. On a fait du Photoshop, on est allé vraiment dans des endroits. C'est marrant. Ça peut ne pas être tout à fait comme ça la France. Quand vous voyez les publicités sur l'Inde, c'est pareil. Alors, quand je vous dis tout est une question de perception, le New York Times en 2020 déclarait entre guillemets que 2020 était la pire année de l'humanité. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné. Je l'ai fait dire à mes personnages dans L'amour trait d'union avec l'éternité. Pourquoi j'ai halluciné? Parce que c'était lié au Covid. Bon, ok, le Covid a été dramatique, les gens ont eu peur, ils ont été confinés, etc., etc. Moi, le premier. Ok, fine. Vous étiez là en 1500, je sais pas quoi, pendant la peste, où il y a eu un tiers, voire la moitié de la population qui a été décimée. Est-ce que c'était pas la pire année? Est-ce qu'on était là pendant la période de la Première Guerre mondiale où 1,4 million de Français sont morts alors que la population française était de 45 millions d'habitants et que en gros il y a eu 8 millions de gueules cassées, ça veut dire 65% des actifs de Français, 65% des actifs masculins entre 18 ans et 61. Ça veut dire qu'en gros vous avez plus de la moitié de la population qui a un œil en moins, qui a une gueule cassée, donc c'est-à-dire qui est complètement défiguré, etc., traumatisé de guerre. Vous avez fait 6 mois au front, vous avez vu les viscères de votre collègue ou autre, des détonations, vous êtes dans la boue, vous bouffez du rat, etc. C'était pas une pire année, ça? On était confinés, on avait de la bouffe, ok, il y a eu des gens qui sont morts, etc. Mais voilà, c'était aussi un moyen de passer du temps avec sa famille, de se recentrer. C'est pour ça aussi qu'il y a eu plein de réveils, d'éveils. Puis il y en a aussi qui sont partis dans le pas content et tout pourri, on part en lutte contre soi-même, en gros, du système, etc. On baisse ses vibrations et on est des suppôts de la segmentation au final. Bref, à bon entendeur, salut. Lisez Coronapocalypse, la levée des voiles quand les masques tombent. Je l'ai téléchargé en 12 heures, le 20 mars 2020. Et beaucoup de choses se sont passées depuis lors. À bon entendeur, salut. Alors, propagande et manipulation de masse, eh bien, ça existe, bien entendu. Édouard Bernays, qui était le neveu de Freud, c'est le premier qui a démocratisé pour les marques de cigarettes le fait que ce n'était pas mauvais pour la santé, que c'était même par les femmes, entre guillemets, il a fait en sorte une campagne pour que les femmes fument aux États-Unis en disant que c'était un truc de libération, de liberté en quelque sorte. Bref, et donc ça c'était de la pure propagande. C'est lui qui à l'issue aussi qui a aidé au fait que
que les gens adhèrent au fait que les États-Unis rentrent en guerre en 1917 pour justement aider l'Europe. Voilà, ça c'est de la manipulation à grande échelle d'États et qui sont officiels, ce n'est pas de la conspiration. Le nazisme, Bundestag qui est incendié par les nazis, c'est une réalité historique et du même ordre, la manipulation de masse où on a inversé les symboles, la swastika, qui est un croix gammée, qui est un symbole de paix chez les hindous. Voilà, le système des Aryens, c'était l'Ubermensch, c'était juste quelqu'un qui s'éveille, c'est comme le Bouddha, l'éveillé, l'illuminé, ça n'est autre que ça, mais ça a été complètement changé, comme je vous ai dit, un mensonge répété 10 fois reste un mensonge, répété 10 000 fois, il devient une vérité. Ça, c'était Hitler ou Goebbels. Alors, je suis allé justement au musée de la propagande à Shanghai. Oui, il y a un musée de la propagande. Alors, il est en souterrain, il faut y aller un peu comme ça, même si c'est officiel, vous le trouvez sur Google, donc ça veut dire que le gouvernement est informé. Et c'est rigolo parce qu'il y a une phrase de Churchill qui dit « Celui qui connaît, qui maîtrise la communication, qui est le 4e pouvoir, maintient les foules, en fait. » Et en fait, alors vous avez des choses assez magiques. Vous avez des magnifiques représentations de petits gamins tibétains qui prennent les soldats dans leurs bras. Oh, viendez dans notre pays, niquez notre culture, etc. Vous êtes bienvenus chez vous. Voilà, ça s'appelle le musée de la propagande. Je ne vais pas aller trop loin, mais bon, c'est une réalité. Je restitue ce que j'ai vu là-bas. Et puis aussi plein d'autres choses. Alors, Cambridge Analytica, je vous invite à regarder Hacked. C'est un truc sur Facebook qui montre en fait, c'est une agence américaine qui a fermé depuis, qui a aidé entre guillemets avec les influenceurs, 80 000 influenceurs aux États-Unis aux élections. Ils ont influencé, ils ont reconnu d'ailleurs notamment. Il y en a eu un dernièrement qui s'appelle sur les Story Killers, c'est Team George. Alors c'est une société américaine qui ont 40 comptes en fait, et qui donc des comptes avec, c'est fictif, mais avec une fausse vraie vie, c'est-à-dire qu'ils ont des comptes Instagram, etc. Ils mettent des photos, ils les alimentent pour que ça fasse un peu vrai. Et eux influencent à mort. Et donc on a des choses qui ont permis par exemple les victoires de 27 victoires politiques, que ce soit au Kenya, au Sénégal, en Indonésie, etc. Et en fait, ça c'est très dangereux parce que ça s'appelle de la manipulation. Et surtout, vous doutez bien que ce sont des bons propagandes de fake news et ça marche très bien. Alors il y en a des illustres comme ça, j'aime pas trop citer d'habitude, mais bon, il faut quand même y aller parce qu'il faut arrêter aussi de laisser dire tout et n'importe quoi. Par exemple, Alex Jones, c'est quand même un bon distributeur dans le fait de balancer des trucs qui vont faire en sorte que les gens fassent de la merde. Steve Bannon aussi, c'est un proche conseiller de Trump. Bon, c'est quand même lui qui est à l'issue de son élection, du Capitole, etc., etc. Enfin, le Capitole, c'est quand même très grave. Je sais pas, les gens ont l'impression qu'on a volé les élections, etc. Ouais, enfin, ça s'appelle un coup d'État quand même. Je veux dire, si on commence à douter de tout ça, voilà, et peut-être qu'il y en a eu avant, peut-être qu'il y en a eu d'autres. Je suis pas en train de dire, c'est juste, c'est grave. Tout ça, c'est grave en fait. Toutes ces manipulations, c'est grave. Enfin, tous ces gens-là, en fait, Steve Bannon, ce monsieur soutient toutes tous les nationalismes européens, par exemple. Donc ce monsieur a plutôt vocation à ce que l'Occident se casse la gueule. Pour lui, c'est un souverainiste, c'est entre guillemets une vision entre guillemets de souveraineté, de patriotisme. Ok, bon, écoutez, chacun comprend ce qu'il voudra. Alors, les fake news, c'est un cancer. Je vous dis franchement, les fake news sont un cancer. Ça détruit littéralement le tissu social. Je vous invite à regarder, à lire La dictature du bien. Si on doute de tout, en fait, on a juste envie de se pendre. C'est comme quand on a des doutes dans son couple, de suspicion de tromperie haute. Il y a un moment, mieux vaut quitter la personne que de vivre dans ce cauchemar. Alors, pourquoi c'est atroce la fake news et autres? C'est qu'on est arrivé, on y reviendra quand on reviendra sur les nouvelles technologies. En fait, on peut changer les messages. Je vous invite à regarder Discernement, la clé 46. Je fais du deepfake. C'est-à-dire qu'en fait, je parle, c'est mon pote qui l'a fait, il s'est bien pris la tête 24 heures, sachant que personne ne l'a regardé, c'est vraiment du gâchis, mais comme beaucoup de mes vidéos, je pense. Et en fait, à un moment, je parle, regardez là quand même, je deviens un vieillard.
ok. Et puis à un moment, je redeviens un petit gamin, j'ai 18 ans comme ça. Bon bref, donc le deepfake c'est possible. On l'a vu avec les photos de Midjourney, Trump qui se fait embarquer par la police, Xi Jinping qui a les menottes, Macron qui est dans une manif, etc. etc. Le pape en doudoune, etc. etc. Obama et Merkel qui se font des glaces. Bon, moi j'ai dit, dans peu de temps vous aurez quelqu'un qui fera des fakes avec Hitler qui reçoit la médaille du juste pour avoir sauvé des juifs pendant la guerre. Et ça c'est super dangereux. Parce qu'en plus dans les photos, combien de fois on se dit mais c'est évident, c'est un fake. Et ça en fait malheureusement, eh bien, bon nombre de gens ne se posent pas ces questions. Alors, il y a eu beaucoup d'émeutes, même de génocides qui ont été dus aux fake news. Alors, notamment, plus connu, c'est au Myanmar avec le massacre des Rohingyas. En Inde, il y a eu plein de pogroms, etc., des communautés musulmanes. À Ankara, ici, en 2017, parce qu'il y avait une rumeur d'un viol d'un Syrien, ils sont tous descendus, enfin tous, beaucoup de gens, des milliers de personnes sont pour vouloir en découdre et défoncer des Syriens. Il y aurait pu avoir des drames, des morts. Donc voilà, et c'était comme il y a eu il y a longtemps un mec dans sa chambre qui avait fait une pauvre vidéo de merde en blasphémant l'islam. Et bien qu'est-ce qui s'est passé? L'ambassadeur, je crois que c'est en Libye, il est mort, brûlé dans son ambassade, et ça avait au Pakistan, etc., etc. Donc ça c'est super dangereux. D'ailleurs c'est rigolo, j'ai utilisé, on va ChatGPT pour demander quelques exemples comme ça à cause des réseaux sociaux, d'émeutes et de pogroms. Et j'ai reformulé au moins 3-4 fois, et l'intelligence artificielle, c'est pour ça qu'elle est de parti pris quand même, elle me dit non, ce n'est pas, enfin, je ne peux pas vous donner d'exemple parce que ce n'est pas dû aux réseaux sociaux, c'est l'utilisation des gens qui en font. Bah, ok, on est d'accord, mais c'est quand même, c'est un divulgateur. Bon bref, petit aparté. Alors, je vais vous dire, il y a des conspirations vraies et des conspirations fausses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, on disait, oh non, c'est une conspiration, sauf que ça s'est avéré réel. Le traité de Balfour, c'est-à-dire l'introduction des États-Unis dans la guerre en 1917, subventionné par les banques pour qu'ils entrent en guerre. Donc ça, on a dit que c'était faux. Eh bien, c'est un réel. L'opération Ajax, alors ça a bien nettoyé, c'est en 1953, c'est quand Mossadegh, qui voulait nationaliser le pétrole en Iran, il y a un coup d'État et il se fait dégager par la CIA. Le nuage radioactif de Tchernobyl en 1986 ne passe pas sur la France. Bon, on sait très bien que c'était, certains ont parlé de conspiration, bah non, c'était une réalité. Les Moudjahidines, formés par la CIA dans les années 80 pour lutter contre les Afghans, contre l'URSS, c'est un fait réel maintenant, historique. L'anthrax, les armes de Saddam Hussein en 2003 pour justifier la guerre en Irak, c'est un fake, c'est faux. Bien sûr. Alors l'assassinat de Yasser Arafat en 2004 au polonium. Il y a d'ailleurs eu on l'a sorti de terre pour justement analyser, et c'est un. Alors après, qui a fait quoi, ça c'est une autre histoire, mais c'est un vrai fake news. Alors il y a des fausses fake news aussi. Alors le protocole des sages de Sion, ça c'est un fake qui a été commandité par Nicolas II pour faire porter une espèce de poids sur les juifs qui se tenaient, qui s'organisaient pour faire en sorte que, avoir la main mise sur le monde. Alors Hitler s'est réfugié en Argentine par exemple. Le sida, alors ça c'est une opération qui s'appelle Denver. C'était le KGB, la Stasi, qui avait dit que le sida avait été en 79, qui avait été créé en laboratoire pour décimer la population. Les 7 nains dans l'industrie du tabac, en 94, ils disent que la nicotine n'est pas addictive et que fumer c'est pas dangereux, quoi. Bon. Je me souviens quand j'étais gamin, c'est un peu plus léger, c'était il y avait de la drogue dans les badges acides. Non, il n'y avait pas de drogue, enfin j'ai pas ouvert, mais il n'y en avait pas. Mère Teresa qui aurait été pédosataniste. Alors ça c'est vraiment une belle fake, et ceux qui vilipendent ces informations se sont bien fait endormir par tous ces putains de divulgateurs de merde, des remueurs de merde, et ceux qui divulguent de la merde font du mal, beaucoup de mal à cette humanité, et mieux vaut en fait se taire que de répandre ça. À bon entendeur, salut. Je prends pas beaucoup de parties, mais celle-ci, elle m'a tellement fait mal au cœur, mais je trouve ça scandaleux. Bon bref,
Alors attentif ensemble. Oui, des manipulations, je ne suis pas en train de segmenter. Il y a des manipulations dans le mainstream, d'accord. Il y a des erreurs humaines aussi, de temps en temps ça arrive. Il y a une volonté de compétitivité par rapport au mainstream, et c'est le fait la poule, parce qu'il y a aussi des lignes éditorialistes par rapport au putaclic. On aime bien aussi, il y a aussi une compétition avec les journalistes citoyens, c'est-à-dire je prends ma caméra et je fais mon reportage qui vaut ce qu'il vaut, et la course au buzz, etc. Il y a des vrais journalistes aussi, avec une éthique, avec un travail d'investigation. Cache Investigation en est un autre, entre autres. Courrier international, etc. Je ne vais pas tous les lister. Certains journalistes alternatifs disent des choses intéressantes. Il y en a d'autres qui disent vraiment des fakes. Il y en a d'autres qui sont des putaclics, tout simplement. Il y a de la conspiration. Dans la conspiration, il y a des faits réels qui se sont avérés, qui se seront avérés réels dans le futur. Il y a des trolls d'État aussi, oui. Certains pays, je ne vais pas les citer, il y en a pas mal. Dictature du bien explique bien ça. J'ai justement ces informations à travers des gens haut placés. Des organismes spécialisés, je vous ai dit, Cambridge Analytica, c'est un réel. Il y a des écervelés aussi qui avalent tout. Et puis il y a aussi des gens qui sont des gamins, ou des gens, pas forcément des gamins, qui s'emmerdent dans leur chambre et qui ont juste envie de voir comment les moutons peuvent adhérer à des temps. Moi, je peux en faire, j'en ai déjà fait, La conspiration de la conspiration. C'est un bouquin sur lequel, mais il n'a jamais été rendu public. J'avais créé une conspiration disant Guantanamo, c'est un centre en fait de création de terroristes. Bon, évidemment, c'est faux, mais on pourrait très bien partir là-dessus en disant si, ils les lobotomisent et en fait, ils font en sorte que comme ça crée les futurs terroristes et comme ça donne la justification d'aller envahir un pays ou autre. Alors, certains par exemple, ont été fou de rage avec les élections de Trump. Mais encore une fois, je ne dis pas que je ne connais pas la vérité là-dessus, mais qu'est-ce que ça a changé, tous ceux qui se sont focalisés là-dessus, etc., et qui n'ont pas fait de la méditation, qui ne sont pas restés dans les hautes vibrations? Ils étaient vénères, ils étaient aigris, ils ont fait de l'investigation. Ça a changé leur vie? Que Trump était à l'époque président ou pas? Que ce soit Biden aujourd'hui, ça change ou pas leur réalité? Ça change ou pas leur vie au quotidien? Surtout s'ils ne sont pas américains. Je suis pas sûr, j'en sais rien. Encore une fois, c'est pareil, on parle du deep state, etc. Maintenant, c'est le truc, la cabale, machin. Ouais, ça s'appelle le lobby. Les lobbies, ça a toujours existé. Le lobby des armes, etc. Après, encore une fois, n'importe quelle politique, moi je pars du principe que n'importe quelle personne, que ce soit politique ou autre, même si c'est les forces de l'ombre, etc., les gens peuvent changer. Et peut-être qu'on a plus intérêt à essayer d'aider les gens, tendre la main, d'essayer de négocier, faire de la diplomatie, prier aussi pour les gens, plutôt que de se battre comme les guerriers de lumière, pseudo-guerriers de lumière qui vont plus dans le fight, dans les baissements de vibrations que l'inverse. Alors, je vous dis, sinon c'est un peu comme quand on s'énerve contre un film en disant c'est un film, mec, ou vous vous énervez parce qu'on vous raconte une histoire et de gens que vous ne connaissez pas, et peut-être qu'en plus l'histoire est fausse, quoi. Mais c'est comme de s'énerver quand vous avez des phares qui vous mettent plein phare, quoi. Et vous vous énervez, vous êtes vraiment énervé contre des phares. Et à un moment vous vous posez, vous dites mais quand même je suis con là. Alors perception, vision, philosophie, le problème c'est qu'on est dans une homogénéisation de la pensée. Et en parallèle, avec la doxa, une forme de doxa, et puis après, il y a aussi les gens qui ont peur d'être dilués dans une immensité, d'être envahis, d'être remplacés dans leur salon, etc. etc. Les fachos, les nazis, les religieux, les wokistes, etc. etc. Alors, encore une fois, je pense qu'il y a aussi une autre forme en parallèle d'adhésion aveugle au système où tout marche bien, etc. Et en fait, c'est une forme d'amour de servitude, consciente ou inconsciente, au système, etc. Et au libéral, tout ce qui est système libéral, consumériste, capitaliste athée. Et bon, il y a une très belle phrase d'Huxley qui dit « La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclaves où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. » Alors vous allez me dire « Ouais, mais il va trop loin. » Ben non. En fait, bon, comme je vous ai dit, quand on peut dire que dans un pays on est dans une dictature, c'est qu'on n'est pas dans une dictature. On peut être dans une aliénation. Aliénous, ça veut dire être étranger, ça veut dire ça ne vibre pas avec moi. Bon, il y en a plein qui se sont réveillés il y a quelques années. Moi, ça n'a jamais vibré depuis que j'ai 10 ans ou même avant, quoi. Donc comme disait Krishnamurti, c'était pas un gage de bonne santé de se sentir profondément ancré dans une société profondément malade. Alors,
Il y avait un article que j'ai vu en mars dans une tribune française, la première numéro 1, je dirais pas laquelle, début mars 23, c'était en fait, il mettait en fait que c'était Nestlé qui s'était fait dégager parce que les étudiants disaient non mais Nestlé vous n'êtes pas éthique, donc nous on veut plus ça, on veut vraiment être à fond dans l'éthique, etc., etc. Et en fait ils commençaient à classer et à choisir. Et dans les commentaires ils se faisaient défoncer en disant mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle élite qui veut plus faire partie du système. En gros c'était des dissidents quoi. Et je me disais mais c'est bien, au moins ça évolue quoi les mentalités. Dans ce cas-là moi je suis un dissident, un prof dissident qui enseigne le commerce en enseignant des valeurs de l'éthique, de la morale, de l'empathie, etc. pour éviter qu'on ait les abus qu'on a aujourd'hui. Oui, moi je m'en réjouis quand même. Alors il y avait un autre article aussi dans ce même quotidien, ça c'était du daté, je vous invite à regarder. Bon, là, je vous le dis, c'est dans le Figaro. Je regarde tous les quotidiens et même les alternatives bien entendu. Article 29. Du 29 mars. Alors, les Français ont-ils perdu la tête? Et il titrait ça, donc 25% des Français croient à la spiritualité, aux extraterrestres, etc. Et en gros, je me disais, mais en fait, c'est génial, quoi. C'est la chasse aux sorcières, quoi. Dès lors que vous pensez, vous croyez à la spiritualité, les extraterrestres et tout, donc vous avez perdu la tête. Donc 25% des Français ont perdu la tête. Après, il faut dire quand même, sans me faire passer pour un gros schizo, il y a tellement aussi de débilités profondes qui sont vilipendées à travers la spiritualité 2.0 que oui, ça peut faire peur aussi à certains. Et puis aussi tellement d'abus, de sectes et autres, peut-être. Alors, encore une fois, ce sera l'œuf et la poule, hein, c'est-à-dire que avec tellement d'abus dans un sens comme dans un autre, eh bien, il y a plein d'interdictions qui vont être mises en place et malheureusement, après, d'autres diront qu'on est de plus en plus muselé, mais c'est comme ça. Alors, renforcement des polarités, je crois qu'on a déjà dit et redit, dualité des extrêmes, des avis tranchés, pour ou contre, pas de nuance. Alors, il y a vraiment une structure du clan, être marqué par un homme présidentiel ou une femme présidentielle, des trucs, mais encore une fois, on n'est pas forcément obligé d'aimer soit son père ou sa mère. Hein. C'est pas parce que on dit quelque chose de négatif sur Trump qu'on peut pas dire quelque chose de positif. Et inversement, c'est pas parce qu'on dit ça qu'on est forcément pro-Biden et inversement. Et c'est vrai pour tout. Se poser la question. Je veux pas aller trop loin. Vous savez la guerre en Ukraine, en Russie. Je vais juste prendre cet exemple-là. Alors, il y en a, les Ukrainiens disent que voilà, ils luttent contre la Russie et que c'est des nazis, et les Russes disent que les Ukrainiens c'est des nazis. En fait, si on regarde, ça dépend par rapport à quoi. Alors, si on regarde Azov, donc ça c'est une milice ukrainienne, eh bien oui, ce sont des néo-nazis, mais ils sont combien en nombre? Ils sont 3 à 5 000 sur 200 000 combattants. Donc c'est à peu près 3%. Et c'était des anciens hooligans du club de Donetsk, etc. Ça, c'est une réalité. Donc si on dit qu'il y a des nazis, oui, il y en a. Mais en l'occurrence, c'est quoi la proportion? Et du même ordre, Wagner. Bon, excusez-moi, Wagner. Le terme Wagner, c'était un adorateur d'Hitler. C'était un facho, Wagner. Donc s'ils ont pris ce truc-là, donc dans Wagner, il y en a combien? Il y en a 50 000 à peu près aujourd'hui. Bon, au départ, il y en avait 40 000. Il y en avait 10 000 et après, donc c'était à peu près le même pourcentage. Hein, sur le nombre de mobilisés, c'était 3,7%. Sur les 280 000 soldats. Aujourd'hui, ils en ont recruté 40 000 de plus venant de prison. Donc des mecs qui avaient violé, qui avaient tué, ils ont foutu dans les contingents. Donc ça, encore une fois, ce sont des sources réelles et pas forcément orientées. Donc si on dit qu'à ce niveau-là, les groupes Wagner sont nazis, il y en a à l'intérieur, oui. Mais est-ce que tous? Je ne sais pas, je ne suis pas allé compter. En fait, c'est ce danger qui est justement de stigmatiser. Et moi je vais vous dire, j'ai rencontré beaucoup de gens en Turquie qui étaient justement des Russes, j'ai eu que des voisins soit russes soit ukrainiens, tout le temps. Et je parle énormément, je discutais avec des dizaines et dizaines, que ce soit d'un camp ou de l'autre. Ce matin encore, une dame qui était ukrainienne. Eh bien, ils vous disent, ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas notre guerre, d'accord? Ça ne nous regarde pas. Donc alors, certains vous disent, on est des Russes, ouais, on a quitté le pays, on est des déserteurs pour eux, etc. Mais en gros, ils n'ont pas envie de porter les armes. Ils ne comprennent pas, ça ne les regarde pas, ce sont des dirigeants et le peuple trinque, c'est atroce pour moi. Alors, encore une fois, Einstein disait, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes avec le même esprit qui les a créés, il faut probablement aller au-delà du carcan et au-delà de cette dualité qui ronge. Alors, dernière chose dans la notion de perception,
C'est ce qu'on appelle l'effet Mandela. Alors ça vient de Fiona Broome, alors, qui parle d'hallucination collective, avec ou hallucination collective, et deuxième école, c'est d'un monde parallèle. Alors je vous en donne quelques-uns. Alors c'est les faux souvenirs collectifs, c'est-à-dire qui se sont passés. Alors c'est justement par rapport à Mandela, quand il est décédé, eh bien beaucoup de gens se disaient mais attends, il est mort depuis longtemps normalement, et ils étaient convaincus qu'il était mort en prison. Alors il y en a eu comme ça, par exemple, bon ça c'est un peu moins profond, mais Sex and the City ou bien Sex in the City. Okay, là, il y a une queue à Pikachu, elle est noire ou elle est jaune, et certains sont convaincus de l'un et de l'autre. Alors le personnage de Monopoly, il a un monocle ou pas? Encore une fois, ça ne change pas la face du monde, on est bien d'accord, mais quand Luke, I am your father dans Star Wars, pardon, non, I am your father, il dit pas enfin, il dit pas Luke, il dit No, I am your father. Dans la chanson We Are the Champion, il finit pas par of the world. Il le finit pas comme ça, il dit juste We are the champion. Et après, il l'a repris à Wembley comme tel. Mais bon, sinon, non. La Joconde sans émotion, et désormais, il semblerait qu'elle sourit. Et avant, elle souriait pas. Bon, bref. Bon. Alors, bon, il y en a d'autres comme ça. Est-ce que c'est réel ou pas? Je vous invite à méditer là-dessus. Vous regarderez et vous regardez. Bon, en guise de conclusion, je sais qu'elle est un peu longue, celle-ci. Elle était importante. Aujourd'hui, dans cette aide, on est tous invités à quitter la dualité, d'avoir une vue d'ensemble. D'épouser comme ça par empathie plus de globalité, s'affranchir de la matrice de la construction mentale, de comprendre, de transmuter, de tolérer davantage, c'est l'heure du choix quand même, de s'immuniser en quelque sorte grâce à une injection quand même, du faux, du vrai, etc. De savoir que tout est relatif quand même, ça c'est très important, et de garder en tête que l'ère du poisson était dans la matérialité et dans la conscientisation, dans la dualité, l'ère du Verseau et sera dans le psychisme, dans le spirituel et dans l'éthéré. Je pense que la chose la plus importante, c'est d'être vigilant, d'être lucide, mais surtout de rayonner les bonnes vibrations, sinon on plombe notre réveil. Voilà, j'espère que ça vous aidera à façonner la passe-partout de la clé des champs, la champ du cœur, de conscience, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut!